Bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine termine en tête du classement des médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo. Les régulateurs financiers chinois promettent une supervision plus stricte et de favoriser une ouverture institutionnelle. La Chine va mettre en place des tarifs réglementés pour les cours particuliers pour les élèves des écoles primaires et des collèges. L'ambassadeur d'Allemagne en Chine est décédé. La Chine présente ses condoléances. Comment le réseau autoroutier de Hainan récolte des richesses pour l'île? Selon des responsables locaux, la construction d'autoroutes a stimulé le tourisme et l'économie locale. Les Jeux paralympiques de Tokyo se sont terminés dimanche 5 septembre en remportant 207 médailles et en se classant à la première place. Les athlètes chinois ont terminé de manière remarquable les Jeux paralympiques de Tokyo. C'est la 5e fois consécutive que la Chine se classe en tête du nombre de médailles aux Jeux paralympiques. Mais au-delà des médailles, c'est le courage et la volonté des athlètes handicapés qui ont touché les Chinois. Plus important que le nombre de médailles, les athlètes chinois avec des handicaps physiques ont une fois de plus fait preuve de courage et d'autonomie, incarnant l'esprit national et inspirant davantage de personnes handicapées ainsi que l'ensemble de la société. Au cours des 13 jours de compétition, les athlètes chinois ont remporté 96 médailles d'or, 60 médailles d'argent et 51 médailles de bronze, se classant au premier rang de tous les pays. Dimanche après-midi, le Conseil des affaires d'État a envoyé un message de félicitations à la délégation chinoise. Vous avez surmonté les graves défis posés par la pandémie de Covid-19, démontré pleinement l'esprit de surmonter les limites, d'aller de l'avant et de viser l'excellence de nos athlètes handicapés physiques dans la nouvelle ère et injecter un esprit de force dans l'ensemble de la nation, indique le message de félicitations. Zhang Xuemei, une basketteuse en fauteuil roulant, a été nommée porte-drapeau de l'équipe chinoise pour la cérémonie de clôture des Jeux dimanche soir. Elle a remporté une médaille d'argent avec ses coéquipières lors des Jeux, établissant un record paralympique pour le basketball chinois en fauteuil roulant. Outre le basketball en fauteuil roulant, l'équipe chinoise a réalisé des performances exceptionnelles dans plusieurs autres épreuves. Les athlètes chinois ont remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze dans la même épreuve à 4 reprises, à savoir le 50 mètres nage libre homme où Zheng Tao, Yuan Yifei et Wang Lichao sont montés sur le podium en même temps. Le tir au pistolet et le tennis de table ont également fait partie des points forts de l'équipe chinoise. Les athlètes chinois ont également fait des percées dans des épreuves d'athlétisme, tout comme leurs homologues l'ont fait aux Jeux olympiques de Tokyo qui viennent de s'achever. Zhu Dening, un athlète chinois qui fait ses débuts paralympiques en athlétisme, a battu le record du monde lors de la finale masculine de saut en longueur. Pendant les Jeux paralympiques, les internautes chinois ont été touchés par les histoires de nombreux athlètes, dont Wang Rui, une fille qui a perdu sa jambe droite lors du tremblement de terre de Wenchuan en 2008. Elle a remporté une médaille d'or dans l'équipe de tennis de table féminine par équipe. La sprinteuse aveugle Liu Cuiqing et son guide Xu Dongling, qui l'accompagnent depuis de nombreuses années, ont également touché le cœur des internautes. Après avoir remporté la médaille d'or aux 400 mètres féminin, il l'a portée alors qu'elle levait le drapeau national. Les internautes ont également été émerveillés par Ibrahim Amadou, le joueur de tennis de table égyptien sans bras qui joue avec sa raquette dans la bouche, car beaucoup ont souligné que l'esprit paralympique derrière ces médailles était bien plus important que les chiffres eux-mêmes. Selon Wang Tazhao, un journaliste sportif basé à Pékin, le succès de l'équipe chinoise est en partie dû à la taille plus importante de la délégation envoyée par rapport à d'autres pays, mais plus important encore, c'est le soutien croissant apporté aux personnes handicapées en Chine qui a conduit à ce qu'un plus grand nombre d'entre eux s'adonnent au sport. La Chine a envoyé une délégation paralympique de 437 membres à Tokyo, dont 251 athlètes, 119 hommes et 132 femmes, et 186 entraîneurs, membres du personnel et personnel de soutien. De hauts responsables des autorités chinoises de régulation financière ont promis le 4 septembre, lors d'un forum organisé dans le cadre du Salon international du commerce des services de Chine, d'accélérer la correction des faiblesses de la réglementation des technologies financières et de promouvoir l'ouverture institutionnelle du marché des capitaux. Selon Chen Yulu, gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, qui s'est exprimé lors du Forum annuel international de la finance 2021 qui s'est tenu samedi 4 septembre à Pékin,
La Chine s'efforcera de corriger les faiblesses de la réglementation des technologies financières et de faire entrer toutes les institutions, entreprises et produits financiers dans le cadre de la réglementation prudentielle. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières continuera pour sa part de promouvoir l'ouverture institutionnelle du marché des capitaux, mettra en œuvre de nouvelles réglementations pour les investisseurs étrangers qualifiés et facilitera l'allocation d'actifs en yuan par les investisseurs étrangers, a annoncé Fang Xinghai, vice-président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lors du même forum. Par ailleurs, il a indiqué qu'Hong Kong Exchanges and Clearing commencera à négocier des contrats à terme sur les actions de type A cette année, offrant ainsi aux investisseurs étrangers un bon outil de gestion des risques pour couvrir leurs risques d'investissement sur le marché chinois des actions de type A. Les politiques d'assouplissement extrêmes menées par les banques centrales des principales économies développées pendant et après la pandémie de Covid-19 ont entraîné une fragilité financière croissante dans le monde, a de son côté déclaré Zhou Liang, vice-président de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, ajoutant que la Chine participera activement à la formulation des règles financières internationales et renforcera la coopération en matière de technologie financière et la gouvernance de la sécurité des données. Enfin, Zheng Wei, administration adjointe de l'administration d'état d'échange, a déclaré lors du forum que l'administration d'état d'échange construira un marché d'échange ouvert et diversifié, augmentera encore les produits du marché d'échange et les participants nationaux et étrangers et améliorera continuellement le système d'infrastructure du marché d'échange. Dans une directive publiée lundi par la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère de l'Éducation et l'administration d'État pour la régulation du marché, il est demandé aux gouvernements locaux d'encadrer les tarifs des cours particuliers basés sur les programmes scolaires pour les élèves des écoles primaires et de collège d'ici la fin de cette année. L'objectif est de réduire les dépenses des familles dans l'éducation car ces cours particuliers devraient être dispensés à but non lucratif. D'après cette directive, les commissions provinciales du développement et de la réforme, ainsi que les autorités en charge de l'éducation, auront la responsabilité de mettre en place des normes tarifaires spécifiques pour les cours particuliers en ligne et hors ligne. Celles-ci doivent se baser sur les coûts moyens des cours, les conditions locales du développement économique et les moyens financiers des familles. Les tarifs pratiqués par les entreprises proposant des cours particuliers peuvent être au maximum de 10% plus élevés que les normes tarifaires adoptées et les entreprises sont appelées à réduire de façon drastique les coûts opérationnels déraisonnables. Le salaire moyen des personnes travaillant pour les entreprises de tutorat ne devra pas surpasser de façon significative les salaires des personnes travaillant dans les organismes publics d'enseignement, stipule la directive, et les dépenses publicitaires de ces entreprises seront plafonnées à 3% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises de tutorat ne devront en aucune circonstance augmenter leurs tarifs ou imposer des frais supplémentaires. Les autorités gouvernementales locales devront s'assurer que les règles soient respectées. Une directive émise récemment par les bureaux généraux du Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État stipule que les institutions de tutorat basées sur les programmes scolaires pour les élèves des écoles primaires et collèges devront s'enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif afin d'assurer l'égalité de l'éducation obligatoire. Elles ne sont pas autorisées à entrer en bourse pour obtenir des fonds, les entreprises cotées ne doivent pas investir dans ces institutions et les capitaux étrangers en sont exclus. Lundi, le ministère de l'Éducation a par ailleurs publié une directive fixant des exigences spécifiques et rigoureuses pour le matériel pédagogique utilisé par les institutions de tutorat pour les élèves des écoles primaires et des collèges. Selon cette directive, le matériel pédagogique ne doit pas excéder le programme scolaire national et il doit être de difficulté et de longueur appropriée. Les entreprises de tutorat doivent conserver l'ensemble des matériels pédagogiques pendant 3 ans et transmettre aux autorités en charge de l'éducation les informations concernant les personnes établissant le matériel pédagogique. Par le biais d'examens annuels, d'inspections spéciales et de contrôles aléatoires, les autorités en charge de l'éducation vérifieront les matériels pédagogiques et la convenance du personnel des entreprises de tutorat en charge de leur compilation. Les autorités en charge de l'éducation révoqueront les autorisations d'enseigner des entreprises reconnues coupables d'avoir gravement enfreint les réglementations concernant les matériels pédagogiques.
Le 6 septembre, des kits d'analyse pour la détection simultanée de la grippe et du Covid-19 ont été officiellement mis en production et distribués à Shanghai. Le premier lot de dizaines de milliers de kits sera envoyé à des cliniques pédiatriques et à des cliniques pour cas de fièvre pour tout le pays. Ces kits seront pratiques et efficaces pour l'identification rapide des agents pathogènes chez les patients soupçonnés de symptômes de la grippe et du Covid-19. La 11e édition du Festival international du film de Pékin aura lieu du 21 au 29 septembre avec une projection de près de 300 films. Les invités se rendront à la cérémonie d'ouverture sur le tapis rouge au lac Yanqi en métro en traversant quelques beaux paysages dans le nord-est de Pékin. De plus, des invités de l'étranger participeront à l'événement et aux interactions en ligne en raison des restrictions liées au contrôle et à la prévention de la Covid-19. iQIYI, une plateforme de streaming en ligne, lancera un festival du film en ligne permettant ainsi au public de regarder des films en ligne. L'ambassadeur d'Allemagne en Chine, Jan Ecker, est décédé, a annoncé lundi le ministère allemand des Affaires étrangères. Âgé de 54 ans, il était un conseiller sur la politique étrangère de la chancelière allemande Angela Merkel. Il était arrivé dans la capitale chinoise le 24 août pour prendre ses fonctions d'ambassadeur. La cause de son décès est encore inconnue. La Chine a exprimé ses condoléances. La Chine pleure et regrette le décès soudain de l'ambassadeur allemand en Chine et envoie ses condoléances et sa sympathie à sa famille, a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole Wang Wenbin a fait ces remarques lors d'un point de presse régulier en réponse aux informations selon lesquelles le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé lundi le décès de Jan Ecker, le nouvel ambassadeur d'Allemagne en Chine. Wang Wenbin a déclaré que la Chine était choquée par son soudain décès. Monsieur Ecker avait travaillé activement à la promotion des relations bilatérales après son entrée en fonction, a indiqué Wang Wenbin. Nous exprimons nos condoléances et nos regrets pour son décès et notre profonde sympathie à sa famille. Nous sommes disposés à aider sa famille et l'ambassade d'Allemagne en Chine à gérer les questions de suivi, a déclaré le porte-parole. Elle est l'une des destinations touristiques favorites en Chine. L'île de Hainan regorge de magnifiques paysages, mais depuis les années 2000, l'île regorge également d'autoroutes. En effet, le réseau autoroutier s'est fortement développé, stimulant dans le même temps le tourisme et l'économie locale. Les charmes riches écologiques et de biodiversité dévoilés par l'autoroute périphérique G98 de 612 km sur l'île tropicale du Henan au sud de la Chine sont un véritable régal pour les yeux des voyageurs qui y viennent pour la première fois. On y voit de nombreux arbres comme d'élégants cocotiers, des arécas gracieusement dressés, des palmiers géants et des kapoks luxuriants, puis des vergers de pitaya, de mangue et de litchi, des champs d'ananas, de bananeraies et des champs de riz hybrides, et enfin des réserves naturelles avec des plantes et une faune inconnue de la plupart des touristes qui viennent pour la première fois. La construction de la voie express périphérique a commencé en 1989 et s'est achevée en 1999, soit 10 ans après, avec des dépenses totales de 7,56 milliards de yuan, soit environ 1 milliard de dollars, par les gouvernements centraux et locaux. Le 31 décembre dernier, l'ouverture d'un tronçon d'autoroute reliait enfin le dernier comté non connecté au réseau autoroutier de l'île. Il va du comté autonome Li de Baoting jusqu'à Rantanghua à Sanya, sur la côte sud de l'île. Henan compte désormais 1200 km d'autoroute, tandis que son réseau routier est passé de 12 800 en 1988 à 40 000 km l'an dernier. Enfin, ont indiqué les données des autorités provinciales des transports, un total de 11 642 km de routes de campagne dessert désormais pratiquement tous les 20 270 villages de la province insulaire. Selon les responsables locaux, la construction d'autoroutes et de routes de campagne a stimulé le tourisme insulaire et la prospérité économique locale et a également amélioré la vision des gens sur la vie, les rendant plus ouverts d'esprit et désireux de profiter d'un accès plus facile au monde extérieur. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.